De quoi puis-je être témoin? Simplement peut-être de la manière dont la philosophie d'Emmanuel Lévinas éclaire les chemins de l'humanisme. Je ne suis pas un spécialiste de ce philosophe, mais il est vrai que sa pensée m'éclaire et me nourrit. À l'invitation amicale du père Christophe Le Sourd, je vais donc essayer de vous partager ma réflexion sur ce thème de la fraternité dans une optique lévinassienne. On ne peut pas aborder le thème de la fraternité avec Lévinas sans prendre quelques sérieuses précautions. Il convient donc de faire un détour, et de le faire en regardant ce qu'il en est de l'altérité chez cet auteur, un thème qui est au cœur de sa pensée et de son œuvre. Ce détour nous permettra de démasquer, je l'espère, les faux semblants de la fraternité, et d'envisager ensuite plus positivement ce que pourrait être une éthique de la fraternité. Commençons donc par recueillir quelques réflexions sur le sens et la place de l'altérité à laquelle Lévinas veut donner la priorité. Pourquoi ce thème de l'altérité est-il si important chez Lévinas? Parce qu'autour de lui se joue non seulement la vérité de la relation interpersonnelle, mais encore le destin de l'humanité. Je vais commencer par évoquer ce dernier point, pour illustrer l'importance d'accorder la priorité à l'autre sur l'être. Lévinas a traversé le XXe siècle de son début à sa fin. Il est né en 1906, il est mort en 1995. Et il a traversé l'Europe d'est en ouest, de la Lituanie, où il est né, de l'Ukraine, où il s'était réfugié, jusqu'à la France. Il a vécu dans sa chair les drames qui ont ébranlé ce continent, autour en particulier de la Seconde Guerre mondiale. Et la question se pose pour lui, et pour beaucoup d'autres, de comprendre comment l'humanisme occidental, qui a une si longue histoire, a pu en arriver à ces négations de l'humanité que sont particulièrement les camps nazis. Il relèvera ainsi les insuffisances de la pensée occidentale des droits de l'homme, pensée façonnée par le christianisme qui véhicule avec elle son contraire, c'est-à-dire la négation de l'homme. Car pour Lévinas, Auschwitz n'est pas un accident sur le chemin balisé par cet humanisme, c'en est une des conséquences. Il en désigne l'origine dans le fait d'avoir érigé l'ontologie, la philosophie de l'être, en philosophie première. Si l'être est la valeur première, alors je peux considérer mon propre être comme la valeur première de mon existence, ce qu'il faut sauvegarder à tout prix. Cela peut me conduire à considérer l'autre comme une menace pour mon existence. J'ai d'autant plus de mal à exister que l'autre empiète sur ma vie. Son ombre se projette sur ma place au soleil. C'est ainsi qu'on a pu entendre un tel propos, rapporté par Alain Finkielkraut, d'un indépendantiste algérien. Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c'est être. Or, nous ne pouvons être que si l'autre n'est pas. L'ontologie a pourtant une longue et vénérable histoire dans la pensée occidentale. Elle plonge ses racines chez Aristote et même chez Parménide et se déploie jusqu'à Heidegger, contemporain de Lévinas. Elle passe par la philosophie médiévale et par la théologie chrétienne qui superpose Dieu et l'être. Elle peut même se revendiquer des racines bibliques en faisant référence à la révélation que Dieu fait de lui-même au buisson ardent par le verbe être. Je suis qui je suis. Mais la philosophie de l'être ne s'intéresse in fine qu'à ce qu'il y a de commun
entre tous les vivants, le fait d'être. Depuis Aristote, on entend par ontologie, je le cite, la science qui étudie l'être en tant qu'être, et non pas la science qui étudie l'être en tant que ceci ou cela. Elle est la science la plus générale possible, la plus englobante possible. Mais de ce fait, elle manque de comprendre la singularité. Elle ramène la diversité à l'unité, elle englobe la multiplicité du réel dans une totalité, et risque de considérer l'altérité comme un obstacle sur le chemin de la résolution du problème métaphysique. L'altérité encombre l'ontologie, quand cette dernière veut tendre à l'unité. Cette altérité doit être dépassée, pour ne pas dire éliminée. L'autre, le différent, n'a pas vraiment sa place sur la toile de fond de l'être. Le drame de l'Occident pour Lévinas, c'est d'avoir donné la priorité à l'être sur l'autre. Une priorité qui a eu les conséquences historiques que l'on rencontre dans toute entreprise génocidaire. L'autre, parce qu'il est autre, doit être éliminé. Lévinas conteste donc la priorité donnée à l'être sur l'autre. Il conteste aussi la priorité donnée au même sur l'autre. Et c'est en nous tournant vers la relation interpersonnelle qu'on peut l'illustrer et essayer de le comprendre. Nous avons tous fait l'expérience du déni de notre altérité comme d'un déni de nous-mêmes, de notre identité propre. Lorsqu'on nous considère comme un élément d'un ensemble, tu es comme un tel, toi, vous êtes tous pareils. Il nous semble que quelque chose d'essentiel de nous-mêmes est laissé de côté. Ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, et pas un autre, c'est notre différence. Or, ce que nous revendiquons pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire moins que de le reconnaître pour les autres. Ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes, c'est leur différence, leur altérité. Une telle approche des autres ne va pas de soi. Spontanément, nous inclinons à comprendre l'autre en le rapportant à nous-mêmes ou à ce que nous connaissons. Cette démarche semble naturelle. Nous approchons l'inconnu en le rapportant à du déjà connu. Mais ce faisant, nous essayons de réduire l'altérité, en recherchant la mêmeté. Et ainsi nous manquons l'approche de l'autre en sa vérité. La vérité de ce qu'il est réside toujours dans son altérité. C'est ce qui fait qu'il est unique, et c'est dans son unicité qu'il doit être accueilli. Il ne peut pas être simplement considéré comme un exemplaire quelconque d'un ensemble. Lévinas nous invite à choisir entre la totalité, qui regroupe les individus en un même ensemble au titre de leurs points communs, les hommes par exemple, et entre la totalité et l'infini de l'individu en son altérité, cet homme-ci. Pas d'humanisme pour Lévinas sans reconnaissance de l'altérité. La considération du même doit céder la place à la reconnaissance de l'autre. Ce détour pour considérer l'importance de donner la priorité à l'altérité nous conduit à envisager avec prudence la quête de la fraternité et à la démarquer de ses faux semblants. C'est ma deuxième partie. Quels seraient ces faux semblants que nous permet de démasquer la considération de l'altérité? On peut en repérer quelques-uns dans le champ des relations interpersonnelles, qui se veulent fraternelles, avant de les reconnaître dans les communautés,
qui se disent fraternels. La fraternité peut être envisagée dans la relation interpersonnelle à partir de la reconnaissance de points communs. Nous avons une histoire, des goûts, une culture, des centres d'intérêt communs. Plus largement, on peut considérer que nous avons en commun d'être des êtres humains et que cela suffit à motiver un engagement fraternel envers tout autre. Je me reconnais en l'autre, au point de le désigner parfois comme un alter ego, un autre moi. Sous couvert de générosité, ou parfois de compassion, cette approche de l'autre n'est en fait qu'une approche de moi. C'est moi que j'aime en lui, ou ce qui me fait penser à moi. Ou encore, c'est moi qui souffre quand je le vois souffrir, ce que dit le mot de compassion en latin, ou de sympathie en grec. Le frère est celui qui me ressemble, celui avec lequel j'ai un lien de parenté, avec qui je partage un air de famille, que cette famille soit la famille biologique ou la famille humaine dans son ensemble. Vue de la sorte, la fraternité, aussi généreuse soit-elle, semble difficilement compatible avec l'altérité. Elle se fonde plutôt sur la mêmeté. Elle ne respecte pas l'altérité fondamentale de l'autre, qui demanderait à être accueillie avec sa différence, et pas seulement avec sa ressemblance. Elle risque de se voiler la face devant ce qui fait de l'autre un autre, pour ne voir en lui qu'un semblable. Finalement, cette fraternité manque l'autre en sa vérité. Et si l'altérité de l'autre m'apparaît telle qu'elle m'empêche de me reconnaître en lui, alors la fraternité est impossible. Nous sommes donc là devant un faux semblant de fraternité. On peut souligner que cette façon d'envisager la fraternité à partir de la ressemblance, selon cette façon d'envisager la fraternité à partir de la ressemblance, je risque de faire porter sur l'autre la possibilité de ma fraternité envers lui. Après tout, si je ne peux envisager de relation fraternelle avec quelqu'un, c'est parce qu'il est trop différent de moi, que je ne me reconnais pas en lui, et dans une certaine mesure, c'est de sa faute. C'est l'autre qui serait porteur de la raison de ma fraternité envers lui, ou qui au contraire en serait dépourvu. La fraternité serait un sentiment que l'autre éveillerait en moi ou pas. Puisque cette façon de comprendre la fraternité peut conduire à exclure certains de ma fraternité, reconnaissons qu'il s'agit là encore d'un faux semblant de fraternité. Ce que j'ai évoqué ici, ce sont les faux semblants de la fraternité entendue comme amitié fraternelle entre des personnes, ce que les Grecs appellent Philadelphia. Par extension, la fraternité entendue comme communauté, que le Nouveau Testament désigne d'un néologisme, adelphotes, ne peut pas se limiter au rassemblement ou à la communion des personnes qui se reconnaissent une communauté de destin. Cette communauté fraternelle, qu'elle soit familiale, religieuse, nationale, ethnique, ne pourrait se nouer que sur la base d'un destin que nous nous reconnaissons commun, de traits que nous avons en partage, de références communes, qu'elle ne pourrait se nouer que dans la mêmeté. Qui ne voit que la fraternité, entendue en ce sens, est porteuse de son contraire. On ne se reconnaît frère qu'en se distinguant ensemble de ceux qui sont voués à demeurer en dehors du cercle et que nous tiendrons à l'écart de notre fraternité. Le refus de la fraternité à l'égard des autres sera même le ciment le plus solide
d'une fraternité qu'il faut bien reconnaître sectaire. C'est une fraternité exclusive, elle ne se constitue avec les uns qu'en en refusant l'accès à d'autres. On voit bien qu'il ne s'agit là encore que d'un faux semblant de fraternité, en raison de la priorité accordée à la mêmeté. Alors comment envisager la fraternité autrement? Comment sortir de cette impasse des faux semblants qui ont en commun de valoriser la mêmeté plutôt que l'altérité? Sur quel fondement construire une éthique de la fraternité? C'est le propos de ma troisième partie. L'une des voies consisterait à reconnaître en soi un appel ou une disposition à la fraternité qui me tournerait comme naturellement vers les autres. Être frère, ce serait s'accomplir soi-même dans la relation à l'autre. Il y aurait comme inscrit dans la nature humaine un potentiel de fraternité qui ne demanderait qu'à s'épanouir. Une telle perspective n'est pas sans noblesse. Être soi, c'est être frère. La fraternité n'est plus fondée sur la ressemblance de l'autre, fondation qui conduit au faux semblant que nous avons démasqué. Mais Lévinas, avec son exigence habituelle, nous invite à aller encore plus loin. Car au fond, une telle perspective peut être qualifiée d'ontologique. C'est à partir de ce que je suis, de mon être, que je me tourne vers les autres dans la fraternité. C'est encore moi et mon être qui occupent le centre du jeu. L'autre risque d'être mis au service de mon épanouissement personnel, de l'épanouissement de mon être. Pour Lévinas, la fraternité n'est pas un choix à faire à partir de soi-même, mais une convocation à laquelle il nous faut répondre. C'est ce que je voudrais développer maintenant, avant d'envisager la fraternité dans son inconditionnalité. La fraternité comme convocation. L'expérience radicale que nous invite à vivre Emmanuel Lévinas, c'est de faire le passage de l'ontologie à l'éthique. À la différence de l'ontologie, qui replie l'être sur lui-même et qui peut conduire à s'interroger sur soi-même antérieurement à tout engagement envers autrui, par une démarche d'introspection, je me reconnais une appétence pour la fraternité, et alors je m'engage dans la fraternité. L'éthique, elle, conduit à se comprendre soi-même en situation relationnelle. C'est l'autre qui m'éveille à ce que je suis véritablement. Dans l'éthique, il s'agit vraiment de sortir de l'enfermement dans l'être, de l'égocentrisme de mon être, pour être d'abord tourné vers l'autre, livré à l'autre. L'éthique pourrait être dite extatique. Elle conduit à sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Et plus encore, elle permet d'accéder à soi à partir de l'autre. Je ne sais qui je suis qu'à partir de l'autre qui se tient face à moi. On connaît les analyses phénoménologiques du visage chez Lévinas, en particulier dans son œuvre majeure Totalité et Infini. Sans reprendre tous les thèmes que ces analyses déploient, on peut retenir pour notre problématique que le visage est ce qui révèle chez l'autre son unicité, en même temps que sa fragilité, sa vulnérabilité. Le visage est la partie la plus nue, la plus exposée du corps de l'autre, et en même temps ce qui révèle sa différence,
ce qui le rend inassimilable à un ensemble, à une totalité. On expérimente, à contrario, en ce moment, combien le fait d'avoir le visage masqué, en ce temps de pandémie, rend la reconnaissance de l'autre plus difficile et voile l'expression de ses sentiments, de sa souffrance, de sa vulnérabilité. L'autre, en son visage, en appelle à ma responsabilité. Plus exactement, il me révèle à moi-même comme responsable de lui. Il m'enjoint à la responsabilité. C'est peut-être la raison pour laquelle on dissimule sous une cagoule le visage du condamné, afin que cesse devant ses bourreaux l'appel à la responsabilité, qui se traduit, Lévinas le rappelle souvent, par ce commandement « Tu ne tueras pas ». Dans sa pauvreté, je me découvre riche. Devant la pauvreté de l'autre, je me découvre riche. Devant sa vulnérabilité, je me découvre des ressources protectrices. Lévinas parle de ma condition d'otage. Dès lors que je suis mis en présence de l'autre, je ne puis me soustraire à ma responsabilité envers lui. Je ne puis m'y dérober. Je ne peux pas faire comme si l'autre ne m'était pas apparu. En sa présence, j'entends la question « Que fais-tu de lui ? Que fais-tu pour lui ?» Ou pour reprendre les mots adressés par Dieu à Caïn au livre de la Genèse, « Où est ton frère ?» L'autre est devant moi le pauvre, qui me convoque à la bonté, qui m'y assigne. Si je ne réponds pas à son appel, je devrais répondre de sa détresse. L'autre me regarde, dans tous les sens du terme. Je suis d'emblée responsable de lui. C'est donc l'autre qui me révèle à moi-même l'étendue de ma responsabilité. Plus encore, il me révèle qui je suis profondément. Qui suis-je devant l'autre ? Je suis serviteur. Une citation de Lévinas dans Autrement qu'être. Le mot « je » signifie « me voici ». La fraternité n'est alors pas un choix généreux de ma part, que je pourrais ne pas faire. C'est une convocation à laquelle je suis sommé de répondre, à laquelle je ne peux même pas me soustraire. Éthique, écrit Lévinas, éthique signifie obligation envers autrui. Une obligation qui nous conduit au service gratuit. Se soustraire à la fraternité, ce serait se perdre soi-même. Dans l'ontologie, je peux mettre l'autre au service de mon être, qui est premier. Dans l'éthique, je ne peux que mettre mon être au service de l'autre, puisque c'est lui la valeur première, et que je n'ai accès à moi-même que par lui. Et Lévinas précise à longueur de page que cette responsabilité envers autrui est inconditionnelle. Et c'est par une réflexion sur cette inconditionnalité de la fraternité que je voudrais terminer mon propos. En l'abordant à partir de l'éthique plus que de l'ontologie, la fraternité se trouve donc débarrassée de ses faux-semblants. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose en commun que nous pouvons nous décider à la fraternité. C'est au contraire par la fraternité que nous créons du commun, que nous entrons dans une relation qui nous lie l'un à l'autre, ou plus exactement qui me lie à l'autre, quel que soit le lien que l'autre veut entretenir avec moi. La réciprocité n'est pas chez Lévinas la condition de la fraternité. Même si l'autre n'entretient pas avec moi de relation fraternelle, je n'ai pour ma part aucun droit à m'y soustraire. Il m'y appelle
il m'y convoque. La fraternité est fondamentalement désintéressée, un mot que Lévinas écrit parfois en insérant 2 tirets. Désintéressé. Il faut sortir, c'est le préfixe dé. Il faut sortir de la considération d'un être, essai, que nous aurions en commun, inter. Tel est le désintéressement auquel nous invite Lévinas. La fraternité ne naît pas d'un élan généreux qui me pousse vers l'autre, elle naît plutôt d'un arrêt de mon élan égoïste par la présence de l'autre face à moi. L'appel à la fraternité est révélation, et la présence de l'autre en est l'occasion. Cette révélation, accessible à tout être humain, indépend de son appartenance ou non-appartenance à une religion, se trouve comme consolidée par la référence à un Père commun à toutes les créatures, comme l'enseignent les monothéismes, une révélation qui installe chacun dans la condition de frère, une condition que je n'ai pas choisie, à laquelle il m'est simplement demandé de consentir ou d'obéir. Au fond, Emmanuel Lévinas, par sa méditation sur le concept d'altérité, nous appelle à passer d'une fraternité que nous pourrions choisir à une fraternité pour laquelle nous sommes choisis. D'une fraternité qui serait méritoire, parce que fruit d'une délibération personnelle, à une fraternité qui est obligatoire. La fraternité, comme la charité, dont elle est une manifestation, n'est pas un sentiment qui vient de moi, c'est un commandement qui vient de l'autre. La vocation de tout être humain, dès lors qu'il se tient en face d'un autre être humain, en vérité, c'est cette vocation qui est le propre de tout homme. Chacun de nous y est appelé, chacun de nous y est élu, dit Lévinas. Être frère, c'est la façon d'être homme. Il n'y en a pas d'autre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon dimanche.